J'ai petit déjeuner avant de regarder cet épisode et je n'aurais pas dû. Salut tout le monde, c'est Nitobac, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de l'épisode 5 de la série A Night of the Seven Kingdoms. L'épisode 5 qui s'appelait In the Name of the Mother, au nom de la mère en français. Et on va comprendre pourquoi cet épisode s'appelait comme ça, car c'est une phrase importante, une phrase qui a permis de sauver la vie de Dunk, mais on va y revenir. Comme d'habitude, avant que cette vidéo commence, elle va contenir des spoilers sur l'épisode 5 de la série A Night of the Seven Kingdoms, ainsi que sur les autres épisodes précédents. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, eh bien je vous invite à quitter cette vidéo et à revenir plus tard. Mais si vous avez déjà vu l'épisode ou que vous vous en fichez d'être spoilé, que ça vous importe peu, eh bien vous pouvez rester, car aujourd'hui nous allons décortiquer et analyser l'épisode qui est donc sorti aujourd'hui le 16 février 2026. Et c'était l'avant-dernier épisode aujourd'hui, puisque oui, la saison 1 de cette série, qui je le rappelle, a été signée pour 3 saisons, eh bien, va se terminer la semaine prochaine, lundi prochain, avec le dernier épisode. Et ici, on était donc à l'avant-dernier épisode, l'épisode 5, dirigé par Owen Harris, et qui était un épisode très intéressant, même si au début, j'ai cru que ça allait être un énorme scam, et j'ai cru que j'allais être très déçu, mais on va revenir pourquoi. Mais finalement, je trouve que l'épisode s'est très bien rattrapé. Et j'ai hâte de voir la suite. J'ai évidemment hâte de voir la suite et de voir comment cette saison va se terminer. A noter aussi que cet épisode était l'épisode le plus long qu'on ait jusqu'à maintenant. Il durait 36 minutes. Alors 36 minutes avec le générique, donc techniquement il durait un petit peu moins longtemps, je crois qu'il durait 34 minutes, quelque chose comme ça en temps réel d'épisode. Mais en tout cas, c'est l'épisode le plus long qu'on ait eu jusqu'à maintenant. Et ça, pour le coup, ça fait vraiment plaisir parce que vous le savez, cette série a toujours proposé des épisodes assez courts, d'une durée entre 25 et maximum 30 minutes. Et là, 36 minutes, c'est déjà beau. C'est déjà quelques minutes supplémentaires qui nous permettent de nous plonger un petit peu plus dans cet univers. Enfin bref, voilà, on va commencer sans plus attendre l'analyse de l'épisode 5 plan par plan. On va revenir un petit peu sur tous les événements qui se sont déroulés et l'analyse que je peux en tirer. Alors, déjà l'épisode commence, ça c'est le premier plan de l'épisode, avec une vue de haut sur les différents chevaliers qui vont combattre aux côtés de Duncan. Pour ceux qui ont oublié ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, eh bien tout simplement je vous invite à aller voir ma critique. Mais en gros, tout le monde était ultra hypé par l'épisode 5 donc qui allait arriver, car l'épisode 5, on sait qu'il allait se focaliser sur le combat de 7 chevaliers contre 7 chevaliers. Euh, ce qui pour le coup est vraiment très très stylé, puisque l'objectif est de prouver enfin de prouver, c'est pas des preuves en soi, mais de faire que Duncan ne soit plus coupable. Et pour ça il y a des combats à mort. Enfin à mort oui et non, parce que comme on va le voir dans cet épisode, ça n'ira pas jusqu'à la mort pour les deux qui ont provoqué ce combat, on va dire. Quoi qu'il en soit, ce plan est très important. On peut y voir ici donc Sir Duncan, accompagné de tous les autres chevaliers qui combattent avec lui, notamment Lionel Baratheon, mais aussi donc le Targaryen le plus important. Donc voilà, le prince Baelor Targaryen, ainsi que d'autres chevaliers, notamment le chevalier, non c'est ici le chevalier qui il manque un œil, qu'on a vu brièvement lors d'un épisode. Mais voilà, quoi qu'il en soit, les 6 chevaliers qui vont combattre aux côtés de Sir Duncan le Grand, avec du coup aussi, on a le forgeron qui est là pour aider. On a du coup Egg, hein, qui est resté le fidèle écuyer de Sir Duncan, et les autres écuyers des autres chevaliers. D'ailleurs j'ai l'impression que Lionel, si, il a un écuyer. Quoi qu'il en soit, voilà, commencer par un plan aussi symbolique qui montre les chevaliers tout simplement qui vont se battre, c'est très important. Et surtout, l'épisode commence sur un discours de combat du prince Baelor Targaryen, qui est le plus haut gradé, hein, qui est le chevalier le plus prestigieux, on va dire, qui va combattre aux côtés de Sir Duncan. Et donc, c'est lui qui commence tout simplement les premiers dialogues de l'épisode, avec un discours de motivation pour motiver les troupes à gagner ce combat et ne pas avoir peur. Suite à quoi donc on a un plan très très intéressant, on le voit mal avec ma caméra, je vais devoir encore la baisser, tac. Mais donc, ce plan que j'ai trouvé absolument magnifique, où on est vraiment du côté de la vue de Egg, Egg qui regarde tout simplement Sir Duncan qui a l'esprit déterminé, mais qui a aussi l'esprit
l'esprit, le regard déterminé, mais aussi surtout le regard terrifié. D'ailleurs, c'est ce qu'on va retrouver juste après dans une scène où il va vomir, etc. Mais là, on a vraiment cette phase de préparation juste avant le combat, juste avant que l'assaut ne soit donné. Et surtout, dans l'épisode dernier, je m'étais trompé. J'avais dit que le combat se déroulerait sur des chevaux, certes, mais avec une épée et un bouclier. Eh bien non, ils utilisent des lances comme à la joute. Et donc, finalement, cela est là pour nous dire que eh ben, on l'a, notre combat de joute, finalement. Nous qui avons toujours voulu voir eh bien, Sir Duncan participer au tournoi de joute qui est à la base le main arc de cette série. À la base, on voulait juste suivre Sir Duncan et son écuyer en train de faire un tournoi de joute. C'est parti tellement en couille assez vite. Mais à la base, c'était ça le plot principal. Rappelez-vous des premiers épisodes, l'inscription au tournoi, le fait qu'il va bientôt combattre et tout. C'était ça à la base la série. Mais là, c'est passé dans quelque chose d'autre depuis l'épisode dernier. Et donc, cette fois, ils vont donc vraiment combattre avec des lances. Donc là, je me suis dit, oula, mais en fait, c'est très très sérieux. Là, c'est des coups à crever, quoi, littéralement. Donc après, c'est des combats à mort. Mais donc voilà, et ce plan, je l'ai trouvé absolument magnifique. Encore une fois, une photographie parfaite hein, sur les différents épisodes de la série, mais vraiment des plans très marquants. Et ouais, de la vue de Egg qui regarde son chevalier et lui qui regarde de l'horizon, qui regarde ses adversaires en face. J'ai trouvé ça vraiment très touchant comme point. Surtout Egg qui est là pour servir avec la lance prête à donner à Duncan. Parce que Egg, qu'il le veuille ou non, même si c'est un prestigieux Targaryen, ça reste l'écuyer de Sir Duncan. Et ça, je trouve ça absolument génial. Suite à quoi on a une petite pendant ce temps-là, il y a toujours le discours de Prince Baelor Targaryen qui continue. Et puis on a Lyonel Baratheon, un personnage iconique, je trouve, de cette série. Très beau plan, encore une fois, sur lui. Il a une belle gueule, je trouve, qui va le vanner, entre guillemets. On sait qu'il l'a toujours méprisé. Et d'ailleurs, c'est ça qui le motive à combattre contre des Targaryens, parce que Lyonel Baratheon méprise les Targaryens. Il ne les aime pas. On ne sait pas pourquoi, mais bon, il les aime pas en tout cas. Il a beaucoup de mal avec eux. Et donc, il va dire au prince Baelor Targaryen, vous étiez le préféré de votre mère, n'est-ce pas? En général, il vaut mieux être celui dont notre mère s'en fiche, car cela vous donne la rage de vaincre. C'est ce que va dire Lyonel Baratheon au début de cet épisode. Je suis complètement d'accord avec lui. Quand vous avez été choyé, quand vous avez grandi, on va dire, dans un foyer aimant, vous avez peu de rage et peu de colère en vous. À l'inverse, si vous avez grandi dans un foyer vraiment très difficile, avec peut-être des cris, des coups ou autre chose, vous avez une certaine colère, une certaine rage en vous qui peut vous faire commettre malheureusement des atrocités. Et on le voit dans la vraie vie avec les serial killers ou même des meurtriers et tout qui ont grandi dans des foyers absolument horribles et qui ont eu des vies des enfances et des adolescences vraiment très compliquées, et donc qui vous donnent cette rage de vaincre en quelque sorte. Et donc il y a un peu ça. Et derrière on voit, je sais pas si c'est une statue, mais on voit un chevalier qui est en train de saluer. Et ça, j'avoue, j'ai pas trop compris ce que c'était. Qui était le chevalier derrière qui était en train de s'agenouiller. Quoi qu'il en soit, Lyonel Baratheon qui se prépare tout simplement à combattre lui aussi avec cette rage des Targaryens. Et surtout, on sent qu'il parlait pour lui à la première personne. On sent que Lyonel Baratheon n'était pas du tout le préféré de sa mère et que donc lui, il a cette rage de vaincre, il a cette envie d'en terminer avec les adversaires. D'ailleurs, Lyonel Baratheon, on ne va pas le voir durant tout le reste de l'épisode. Ça va être le seul plan qui va être fait sur lui. Mais c'est assez drôle parce que Lyonel Baratheon, on le voit très peu en fait dans les épisodes. Il a mine de rien, plus de temps d'écran que certains autres personnages de la série, mais au final il a quand même très peu de temps d'écran, même s'il apparaît dans absolument tous les épisodes, ce qui n'est pas le cas de tous les personnages, mais lui il apparaît dans absolument tous les épisodes depuis le début de la saison. Mais en tout cas voilà, on va le voir très très peu dans cet épisode, mais là il est là, il y a un beau plan sur lui avant la bataille, avant le combat, et surtout il va taquiner le prince Baelor Targaryen parce que il l'apprécie pas forcément. Donc voilà, j'ai trouvé ça très criant de vérité. On a ensuite un plan très intéressant sur Egg donc, qui se retire, et on a Sir Duncan qui devient beaucoup plus sérieux, qui devient vraiment... il va commencer à vomir, etc. Il se rend compte que la mort est proche, et donc Egg qui va dire à Sir Duncan, quoi qu'il en soit, revenez s'il vous plaît. Et Sir Duncan qui va lui dire je vais revenir et fais attention, si tu me voles je lancerai des chiens sur toi, ce qui est une référence à ce qu'il avait dit dans l'épisode 2 avant que les Targaryens n'arrivent, et où il avait imité le chien pour faire peur à Egg, et là c'est Egg qui va faire le bruit du chien qui va faire Ruff
comme ça pour, entre guillemets, montrer à Sir Duncan qu'il n'a pas oublié ses enseignements, qu'il n'a pas oublié cette leçon de vie, qu'il n'a pas oublié ce qui s'était passé durant l'épisode 2 de la saison. Et donc voilà, c'est une ref aussi pour les spectateurs qui nous rappelle que, eh bien, il y a une amitié entre les deux personnages et que là, même si en fait ils l'ont pas montré, il n'y a pas eu vraiment de signe d'amour, il n'y a pas eu de câlin, il n'y a pas eu de, je sais pas, d'un signe distinctif qui nous permettrait de voir parce que Sir Duncan n'a jamais été aussi sérieux que dans cet épisode. Eh bien, rien que le fait qu'il Sir Duncan dise à Egg attention, si tu me voles, je vais envoyer des chiens sur toi, et que ce soit Egg qui imite le chien, cela prouve l'amitié entre les deux, et c'est la petite preuve d'amour entre les deux, et j'ai trouvé ça très touchant. Et puis surtout, c'est une référence à l'épisode 2, du coup, nous en tant que spectateurs, on est en mode j'ai la ref, tu vois. Donc non, c'est très très cool. J'ai vraiment trouvé ça sympa, et puis surtout, c'est ouf de se dire que quand ils ont parlé de ça la première fois, les Targaryens n'étaient pas encore arrivés, et que depuis que les Targaryens sont arrivés à Sandregué, c'est la zizanie, c'est le bordel, tout est parti en couille si vite finalement, en quelques épisodes tout est parti en couille, mais voilà. Donc voilà, et puis surtout le dernier plan de Egg qui regarde Duncan avant qu'il parte à la bataille, seul, personne à ses côtés, j'ai trouvé ça vraiment touchant. Donc voilà. Aussi ce plan hein, dans le brouillard, absolument magnifique, le brouillard qu'on avait pu beaucoup retrouver dans l'épisode précédent justement quand il commençait à aller sur le champ de bataille, en tout cas dans l'arène. Et donc là on a le plan sur eh bien, tout simplement les 7 chevaliers qui vont combattre. Et j'ai trouvé ce plan absolument magnifique, et le casque aussi ici absolument fou de Lionel Baratheon, magnifique avec ses serres, etc. Et puis tous les chevaliers qui vont combattre donc aux côtés de Sir Duncan. J'ai trouvé ça trop cool. Voilà, ce plan, c'est littéralement le plan avant les grandes batailles. Ça rappelle un petit peu le Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup de références au Seigneur des Anneaux dans cet épisode, et je vais vous les lister, mais je trouve que cet épisode rend hommage en quelque sorte à l'Heroic Fantasy et au Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau et les autres. Mais on va en reparler juste après, parce que je trouve qu'il y a pas mal de références Seigneur des Anneaux, et ça m'a quelque peu surpris, ou peut-être que c'est des références non voulues, mais en tout cas il y en a pas mal et on va y revenir. Mais ce plan-là en tout cas rappelle les champs de Pelennor, et rappelle les grandes batailles, même si là il y a tout le brouillard, etc. Ça rappelle aussi Game of Thrones, hein, ça rappelle Game of Thrones, Jon Snow, etc. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que le go va être lancé, tous les chevaliers vont partir à l'assaut, sauf Sir Duncan. Sir Duncan, il va rester figé, pétrifié, il ne va pas bouger avec son cheval car il a peur. Il vient de se rendre compte qu'il va peut-être mourir, que c'est peut-être son premier et son dernier combat, que c'est peut-être la fin pour lui, qu'il ne va pas s'en sortir, qu'il ne sortira plus jamais de cette arène et qu'il va mourir sous les mains d'un Targaryen. Ce qui quelque part est assez prestigieux hein, de mourir sous les mains d'un Targaryen, c'est pas tout le monde, mais bon, voilà. Et donc il est ce regard, c'est pas le regard de lui face à ses adversaires, c'est le regard d'un homme qui a peur de mourir, c'est le regard de Sir Duncan contre la mort. Et donc on l'avait vu hein, vomir juste avant le combat, parce que justement rien que l'idée de la mort ça l'a un petit peu effrayé. C'est Raymond Fossovie aussi qui vomit, mais bref. Et là donc tous les chevaliers sont partis, ils sont tous au go, ils ont tous foncé sauf lui, alors que c'est pas pour lui que tous les chevaliers se battent, c'est quelque part lui qui a créé tout ce truc là, même si c'est pas lui qui a invoqué le procès des 7 couronnes. Ça c'est notre ami Aerion Targaryen qui l'a invoqué, mais lui il voulait juste un combat judiciaire 1v1 classique, mais voilà, il se retrouve confronté à la mort, et donc il est effrayé, terrifié, et il ne va pas partir, il ne va pas donner de coups à son cheval, donc voilà, il va rester figé pendant un long moment. Il y a un long plan sur ses yeux, sur le fait qu'il voit très mal à travers la visière aussi, c'était fou, il voyait absolument rien, on dirait les pilotes de Formule 1 qui voient pas grand chose à travers leur casque, mais ça leur suffit pour conduire. Et bien là c'est pareil, ils ne voient pas grand chose à travers leur visière, mais en même temps leur casque les protège, et puis on va voir que son casque va bien le protéger durant le combat, mais voilà, la peur, et puis après il fonce. Et là, on est aussi son adversaire qui est face à lui, donc Aerion Targaryen, qui a énormément de flow, hein. Je trouve que ce soit son armure, l'armure de son cheval, et puis son charisme global quand il est en armure, parce que quand il porte pas d'armure, je trouve qu'il a pas un charisme particulier. Bah, il a un peu cette tête à claque, voilà, de personnage que tu peux pas apprécier. Mais là, quand il est en armure, je trouve qu'il a un flow, il a quelque chose d'absolument terrifiant.
Et voilà, c'est le dernier un petit peu regard, et puis c'est la vision qui est un peu sur Duncan. Il se dit putain, mon adversaire en face, il est préparé, il sait combattre, il a déjà dû tuer plein de gens, etc. Donc il est face à un adversaire, enfin face à des adversaires, des chevaliers très expérimentés qui ont déjà dû tuer plein de gens, etc. Donc c'est sûr que ce plan-là, je le trouve terrifiant, tu vois. Ça m'a rappelé un plan dans le film The Town où il y avait, est-ce que je peux retrouver ce plan? Mais il y avait tout simplement euh, un zoom sur le braqueur avec son masque de nonne. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais, c'est celui-là. C'est celui-là. C'est ce plan-là. Je sais pas si je peux vous le montrer. Je vais vous le montrer. Tac. Ce plan-là, bon, vous le voyez très très mal, mais en gros, dans le film The Town, vous avez un moment un plan dans une voiture avec justement ce, vous voyez en bas ici, ce plan où il est dans la voiture, il tient à la calache, et ce plan, voilà, et plan que j'ai toujours absolument trouvé terrifiant et qui ne m'a jamais quitté. Il faut savoir que ce plan-là, j'y pense souvent, alors que The Town, je trouve que c'est pas un film très mémorable, c'est un bon film, mais sans plus. C'est un film que tu oublies vite en vrai, mais ce plan-là, je ne l'ai jamais oublié, je l'ai toujours avec le ralenti qu'il y a quand il filme la voiture. Et bah ça m'a rappelé ça en fait. Quand je vois cette scène-là, ça m'a rappelé un petit peu cette scène de The Town. Et non, très impressionnant. Donc voilà, encore une fois, beaucoup de flow, beaucoup de charisme. Aura farming, comme on dit aujourd'hui. Et alors, je sais pas si je peux montrer cette scène parce qu'elle est quand même assez sanglante et j'ai peur que YouTube me strike. Et puis en fait, les gars, non, attends, va falloir résumer ce qui se passe quand même. Donc, les chevaliers foncent, Sir Duncan fonce lui aussi, et il va directement se prendre une lance dans le flanc, dans les côtes, enfin dans le flanc ici, en vrai dans le ventre en fait. Et il va tout simplement tomber de son cheval et tomber au sol. Et là, les gars, je me suis dit, attends, mais est-ce qu'on n'assiste pas au plus gros scam du 21e siècle où en fait tout l'épisode 4 était là pour nous teaser un combat, le début de l'épisode 5 aussi, et en fait on verra jamais le combat parce que Sir Duncan il est KO. Et voilà. Et figurez-vous que du coup, après directement, on est ramené à une autre époque, on a un flashback ici qui nous rappelle du coup les champs de bataille. Près du coup de King's Landing, Port-Réal en français, avec du coup un Dunk adolescent, en début d'adolescence du moins, qui essaye de survivre, qui est orphelin à Culpulcier, donc vraiment les bas-fonds de Port-Réal. Et on a en fait après la moitié de l'épisode, même ouais, plus de la moitié de l'épisode, sont tout simplement des flashbacks du passé sur l'enfance de Duncan et sa rencontre avec le chevalier qui va lui permettre d'être écuyer. Mais j'ai trouvé ça complètement dingue parce que c'était pas quelque chose auquel j'étais préparé et surtout c'est la première fois qu'on a des flashbacks aussi loin dans l'histoire, parce que jusqu'à maintenant on avait eu des flashbacks dans les premiers épisodes sur du coup l'amitié qu'il avait avec son maître et avec son maître chevalier, etc. Mais on n'avait pas eu de flashback sur les origines de Duncan, d'où il venait, quelle était son histoire. Et là on en apprend du coup beaucoup plus sur lui. Et en fait c'est bien fait parce que en fait ces flashbacks se déclenchent à un moment où Duncan il est un petit peu dans le coma, il est KO, il tombe de son cheval au combat et le combat a duré littéralement 2 secondes. Et il y a un peu ce truc là, vous savez, où on dit quels sont les 10 moments que vous voyez avant de mourir. Il y a un peu cette image là que quand vous allez mourir, eh bien on dit que vous voyez les souvenirs du passé, ou alors vous tombez dans un coma et vous repensez en passé, et là c'est pour ça qu'il nous propose ces flashbacks là. Mais donc voilà. Donc c'est bien amené, mais là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, l'épisode va être un scam et ça va être que des flashbacks. Et en fait, c'est fini, on verra pas le combat. Et en fait, le combat, on pourra le voir que dans l'épisode 6. Mais je me suis trompé, puisque nous, on pourra revoir du coup le combat vers la fin de l'épisode. Mais on va y revenir, évidemment. Donc voilà, scène où donc il y a un chevalier qui est en train d'agoniser, mort sous son cheval, pire mort horrible. Et donc Duncan qui est orphelin à ce moment-là, qui vit dans la misère la plus totale et qui du coup dépouille les chevaliers, dépouille. Sachez que c'était vraiment quelque chose qui a été fait au Moyen Âge, hein. Il y avait vraiment tous ces trucs-là. Et d'ailleurs cet épisode, je trouve que c'est l'épisode qui te rappelle que le Moyen Âge était vraiment une période de merde et que t'as pas du tout envie d'y vivre parce que c'était sale, parce que c'était horrible. Alors oui, c'était incroyable quand vous faisiez partie de la noblesse et de la royauté. Par contre, quand vous étiez dans les bas-fonds entre guillemets, que vous faisiez partie de la plèbe, le peuple, hein, tout simplement, c'était absolument horrible, hein. C'était absolument horrible. Donc voilà.
On a donc ce plan où on a un nouveau personnage qui est introduit et Dunk Jeune, on le reconnaît très bien. Je trouve qu'ils ont très bien casté l'acteur parce que du coup c'est pas le même acteur. Et surtout, on a ce nouveau personnage, donc encore une fois un nouveau personnage qui est introduit, qui est un personnage qui fait partie du passé de Duncan. Et déjà, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que ce personnage, même enfant, elle ressemble à Tanzel. Tanzel qui est, je vous le rappelle, le crush de Dunk, et on n'a jamais trop compris pourquoi il avait un crush aussi grand sur Tanzel, alors que c'est une comédienne, mais aussi une prostituée. Alors on peut se dire oui, parce que Tanzel est une femme très jolie, et ça va de soi en vrai, mais non, en fait, on comprend plus précisément qu'il a un gros crush sur Tanzel, parce que Tanzel lui rappelle cette femme, enfin cette fille en vrai, parce que là elle est quand même adolescente, qui s'appelle du coup Rafe, c'est ça? Rafe, R-A-F-E. Rafe, et qui était donc à l'époque de ce qu'on va comprendre la meilleure amie de Duncan, la fille avec qui il vivait, mais aussi de ce que je comprends son amoureuse. En tout cas, c'est pas très clair. Enfin, on comprend qu'il y a de l'amour très fort entre les deux, mais à aucun moment ils ne s'embrassent. Ils se tiennent la main, etc. Mais à aucun moment ils ne s'embrassent. Donc, il n'est pas montré très clairement qu'ils sont en couple, mais du moins ce sont des meilleurs amis. Ils vivent ensemble et ils survivent ensemble, et donc ils ont une destinée, une histoire très liée. Et donc là, ils sont complètement en train de dépouiller tout simplement bien des chevaliers sur un champ de bataille. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a Dunk qui allait tuer le chevalier, qui allait vraiment le tuer, qui allait mettre fin à ses souffrances, et Rafe qui lui dit non, ne fais pas ça, etc. Et déjà, première chose, l'épisode est très tourné autour des mères, et ce que dit le chevalier, en tout cas en anglais, parce que j'ai vu l'épisode en VO, il fait Mom, Mom. En gros, il appelle sa mère avant de mourir. Et donc déjà, on peut rappeler le nom de l'épisode qui est Au nom de la mère. Et donc là, c'est la première fois que bah, du coup le mot mère est dit dans l'épisode, avec ce chevalier qui est en train d'agoniser et qui a une dernière pensée pour sa mère. Et j'ai trouvé ça très touchant. Et j'ai cru que l'épisode allait s'appeler comme ça pour ça, mais non. On va voir plus tard pourquoi il va s'appeler comme ça l'épisode. Mais voilà, donc ce duo de personnages iconiques. Et donc, surtout là, on a donc ils sont en train de dépouiller les chevaliers et ensuite ils vont se retrouver. J'ai pas pris le plan où il y a ce long couloir et ils vont se cacher et se mettre sur le côté. Et ce plan, les gars, c'est on va pas se mentir, une directe référence au Seigneur des Anneaux et à la communauté de l'anneau, le premier film Seigneur des Anneaux, où vous avez les hobbits qui se cachent des Nazgûl. Alors oui, c'est de nuit, etc. Mais voilà, c'est exactement la même chose. Là, ils sont sur une route vraiment très droite. Il y a une seule personne en face d'eux sur un cheval noir qui lève comme ça, qui rappelle fortement les Nazgûl, avec ici son écusson. Je ne sais plus ce que veut dire cet écusson. Quoi qu'il en soit, et eux qui se cachent sur le côté et qui observent juste ce personnage passer. Et j'ai trouvé ça complètement fou et je me suis dit, ah, une référence au Seigneur des Anneaux pour ceux qui ont la ref, et au Hobbit qui se cache dans le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Et là, du coup, ce sont Dunk et Rafe qui se cachent et qui laissent passer ce chevalier qui semble avoir récupéré un cadavre de son côté sur le champ de bataille. Voilà, on n'en sait pas plus et on n'en saura pas plus durant les flashbacks, mais en tout cas, on peut être témoin de cette scène. Peut-être qu'elle a de l'importance, peut-être pas, on verra bien plus tard. Quoi qu'il en soit, ensuite, on va les voir du coup à Culpulcier. Donc Culpulcier, c'est une ville qu'on peut pas mal voir dans Game of Thrones, hein. C'est une ville absolument pourrie, nulle à chier. C'est vraiment les bas-fonds de Port-Réal. Port-Réal qui paraît comme une ville exceptionnelle, mais là, c'est vraiment les bas-fonds, limite les égouts en fait de Port-Réal, donc de King's Landing. Et donc, on voit que Dunk a grandi dans une misère totale aux côtés de Rafe et que bah il est orphelin, elle est orpheline et que donc ils ne peuvent compter que sur eux pour survivre. Et j'ai trouvé ce plan vachement intéressant parce que il continue à débattre, etc. Et on sent que Rafe, elle a vraiment cette initiative de voleuse, elle a vraiment cette, comment dire, ce feu de survivaliste en fait. Elle est vraiment à fond dans la survie, elle fait tout pour s'en sortir et on sent que c'est un petit peu celle qui porte la culotte en soi, celle qui dirige ce couple. Alors je mets des guillemets à couple parce qu'encore une fois on ne sait pas s'ils sont ensemble vraiment, mais en tout cas ce duo, c'est vraiment elle qui dirige, c'est vraiment elle qui donne un petit peu les ordres et son objectif et leur objectif commun est vraiment de se barrer d'ici et d'aller bien tout simplement sur les terres libres, dans les cités libres pour essayer de monter on va dire dans la hiérarchie, ce qui n'est absolument pas possible à Cupulcier où ils savent qu'ils sont c'est souvent tu nais ici, tu meurs ici. Donc là c'est très intéressant parce que ils ont cette envie, comme toute personne qui grandit dans la misère, de s'en sortir.
Et ça, j'ai trouvé ça fou. Et rien qu'avec leurs habits qui sont des haillons complètement détruits, etc. Ce qui nous rappelle d'ailleurs les habits que Dunk peut avoir même, même quand on a commencé à le connaître au début de l'épisode 1 de la série, où il avait aussi des habits comme ça. Enfin voilà, tout est fait pour rappeler le personnage de Dunk. Surtout l'acteur qui fait... je trouve que les deux acteurs ici ont été très très bien castés. Déjà parce que les deux jouent très bien, surtout Rafe. Je ne sais pas comment s'appelle cette actrice, mais elle joue extrêmement bien. Je trouve qu'elle est vraiment, elle est parfaite pour ce rôle, vraiment parfaite pour ce rôle. Malheureusement, ce rôle ne va pas durer très longtemps, mais ça, on va le voir juste après. Et je trouve que voilà, ces deux personnages, c'est vraiment le duo, un petit peu le yin et le yang, qui fonctionne parfaitement, avec lui qui est beaucoup plus calme, qui essaye d'avoir un côté un peu justice, et elle qui est en mode, on s'en bat les couilles, on vole les gens, on récupère, on doit survivre, etc. Et on doit se barrer d'ici. Alors que lui, on sent qu'il veut pas forcément se barrer d'ici et qu'il a un peu cet espoir que sa mère revienne, qui est le discours qu'ils vont avoir ici, où elle lui dit on a assez d'argent, ça y est, on va pouvoir se barrer. Et Dunk qui lui dit je ne sais pas si j'ai vraiment envie de partir d'ici, qu'est-ce qui se passe? Je sais que ma mère est morte, mais imagine qu'elle revient un moment et je ne serai pas là pour elle. Et elle lui sort une phrase qui est quand même assez dure à entendre, mais elle lui dit imagine si tu étais ta mère, tu ne reviendrais même pas pour toi, comme pour dire que Dunk est un petit peu un loser. J'ai trouvé ça très très dur de la part de sa meilleure amie, mais je vois ce qu'elle voulait dire. Elle lui a clairement dit ça pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'il parte. Et donc c'est settle, ils vont partir le lendemain, en tout cas c'est leur objectif. Malheureusement, il va leur arriver une petite bricole. Donc déjà, ils vont se... Alors déjà, ce plan, je l'ai trouvé absolument incroyable, hein. On a ce plan où donc Rafe ouvre sa main et il y a les deux pièces, les deux cerfs d'argent plus le cerf de bronze qui sont là, qui est le prix normal normalement pour prendre le bateau et s'en aller, quitter tout simplement King's Landing et Culpulsier plus précisément. Sauf que quand ils vont arriver là-bas, eh bien on va leur, enfin, à l'embarquement, on va leur tout simplement leur dire que le prix a doublé et donc ils se rendent compte à ce moment-là qu'ils sont coincés, complètement trapped. Ce à quoi ils vont croiser un personnage absolument détestable qu'ils avaient croisé la veille et pour lequel Rafe avait volé sa gourde de bière qu'elle avait absolument pas gardée et qu'elle avait jetée au sol en mode complètement bas les couilles. Elle dit qu'elle l'a vendue, mais on ne sait pas vraiment si elle l'a vendue ou quoi. En tout cas, je crois qu'elle l'avait jetée au sol et qu'elle s'en fichait un petit peu, mais peut-être qu'elle l'a vendue. Et donc ce personnage dont j'ai oublié le nom, qui va être l'antagoniste du passé, on sent qu'ils ont déjà eu des bricoles avec lui, mais qu'ils ne le respectent pas forcément. Et lui, on sent que c'est vraiment quelqu'un, bah, c'est un voleur, hein, voilà, c'est aussi un mec qui a grandi ici dans la misère, mais qui est plus vieux que eux, donc il est un petit peu en position de force, et surtout qui a l'air d'avoir beaucoup plus de ressources, et qui n'a pas peur de tuer tout simplement, ce qu'il va nous démontrer dans la scène d'après. Bon, là, je suis passé directement à ce plan parce que je n'ai pas pu malheureusement prendre des screenshots du combat pour la simple et bonne raison que c'était l'épisode le plus gore qui nous a été donné de voir. Et c'est pour ça que j'ai fait une petite vanne sur mon petit déjeuner juste avant. Mais il est vrai que j'ai petit déjeuner et après j'ai regardé directement l'épisode. Et force est de constater qu'il y a beaucoup de moments où j'ai eu des relents. Alors, le gore ne me fait rien généralement. Voilà, je regarde The Boys, hein, je regarde d'autres séries très gore. Le gore ne me fait généralement rien dans les séries. Mais là, je vous avoue que c'était tellement bien amené, il y avait vraiment ce côté sombre, ce côté sale, ce côté pourri, horrible du Moyen Âge qui m'a vraiment foutu dedans. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ce personnage-là va tout simplement égorger la pauvre Rafe parce qu'il va lui voler. Enfin, ils vont se faire tout simplement voler des objets. Elle va en profiter pour voler le couteau de Rafe, le couteau de ce personnage-là. Et ce personnage-là va récupérer son couteau et va poignarder Rafe, enfin l'égorger. C'est pire que ça, il va l'égorger. Et c'est absolument terrible, scène absolument horrible, je trouve. Ce à quoi une scène ultra importante va arriver. La scène qui doit son nom au nom de l'épisode, le chevalier dont j'ai oublié le nom mais qui était le maître de Sir Duncan qui va arriver et qui va tout simplement dire au nom de la mer, qui est tout simplement ce que les chevaliers utilisent pour protéger les innocents, c'est un petit peu leur légitime défense à eux, et donc il va se pointer complètement bourré, d'ailleurs le côté très humoristique encore une fois dans une scène aussi sombre, puisque le chevalier va sortir son épée, puis vomir, puis commencer à combattre, et il va donc décapiter un des gars qui était en train d'agresser, puisque lui il n'était pas tout seul, il avait un pote avec lui, et il va après tuer et poignarder ce personnage-là, et il va aussi l'égorger, d'ailleurs il va lui mettre un couteau directement dans la gorge. Donc voilà, et donc Rafe va directement être vengé par ce chevalier,
mais de surcroît, Sir Duncan se retrouve tout seul puisqu'elle va évidemment mourir de ses blessures, c'est logique, elle pouvait pas s'en sortir, mais elle va te venger. Donc là, quand on voit ce plan-là, c'est fou de se dire que deux de ces personnages vont mourir quelques secondes après, et il ne va rester que Sir Duncan, et donc le plan d'après, le combat, est tout simplement Sir Duncan tout seul, les larmes aux yeux, absolument désemparé, qui se retrouve seul dans leur petit recoin, qui a perdu sa meilleure amie, son amoureuse, son duo, la personne avec qui il a grandi, avec qui il s'en sortait. Il se retrouve complètement seul, désemparé, il ne sait pas quoi faire. Et donc ce qu'il va faire, c'est tout simplement suivre le chevalier qui lui a sauvé la vie, parce que lui aussi, il allait sûrement mourir. Enfin, rien n'en est sûr. Si, parce qu'ils étaient en train de l'agresser, donc oui, ils allaient aussi le tuer. C'est pour ça que le chevalier l'a sauvé. Et donc, ce plan, je l'ai trouvé ultra intéressant parce que là, il est complètement dans le froid, il se retrouve vraiment tout seul, on ressent une solitude extrême. Mais surtout, vous avez vu son visage? Est-ce qu'on dirait pas vraiment Sir Duncan adulte? Ça m'a sidéré quand j'ai vu ce plan parce que je me suis dit, les similitudes avec l'acteur de base de Sir Duncan sont complètement folles. L'acteur de base de Sir Duncan qui est Peter Claffey, mais je trouve que l'acteur qu'ils ont casté lui ressemble énormément. Et surtout, ce plan-là, quand il est couché et qui, voilà, c'est le même regard qu'a Sir Duncan, le grand, quand il est couché et qui regarde les étoiles ou quoi. Enfin, c'est vraiment le même regard et j'ai trouvé ça fou, quoi. Et ils ont vraiment réussi à recréer le flashback est parfait en fait, et parfaitement, on ressent vraiment que c'était Sir Duncan. Suite à quoi donc il va suivre le chevalier. Alors j'ai oublié le nom de ce chevalier, c'est assez grave et il n'est pas cité dans mes notes, et j'aurais dû le noter, mais je m'en excuse. Mais donc voilà, il va le suivre et on peut voir qu'il a ici trois chevaux. D'ailleurs, j'ai noté un faux raccord, hein. Mais c'est pas très très grave. Et donc avec ce côté vraiment, il fuit, il s'en va. Il était juste à Culpulsier pour, je sais pas, peut-être une mission. Il a sauvé l'innocent et là il s'en va. Et donc Sir Duncan qui va le suivre partout sans jamais se montrer. Et donc ce plan, je l'ai trouvé absolument fou parce qu'il est ultra important. On a donc le chevalier qui va être le futur maître de Duncan, chevalier errant qui s'en va avec ses trois chevaux qu'on va pouvoir retrouver durant l'épisode 1 notamment, et même l'épisode 2 de la saison. Et il quitte King's Landing, il quitte Port-Réal, il s'en va. Et ça, j'ai trouvé ça dingue parce que c'est un grand message aussi de euh, eh bien, Sir Duncan qui va aussi partir de sa misère. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que leur objectif de la journée, c'était de partir, et en fait, cet objectif va vraiment arriver, puisque malheureusement, à l'aube, Rafe va mourir, mais lui, en fait, le fait que Rafe va mourir et qu'il a été sauvé par ce chevalier, ça va le faire quitter Culpulsier, et au final, même si Rafe est morte et qu'il n'est pas parti par bateau, certes, il va vraiment partir de Culpulsier à ce moment-là, Sir Duncan. Et sa vie va complètement changer. La mort de Rafe et le fait de s'être fait sauver par ce chevalier va absolument tout bouleverser et tout changer dans sa vie. Et du coup, quelque part, il va vraiment quitter la cité le jour même. Quelque part un peu en hommage aussi à Rafe, et puis parce que il va suivre ce chevalier. Et ça, j'ai trouvé ça complètement dingue. Donc voilà. Avec ses plans, hein, en Irlande du Nord. Pour rappel, la série a été tournée en Irlande du Nord. Je trouve absolument ce plan magnifique. Donc voilà, il y a différents plans qui font un petit peu les plans road trip, qui sont d'ailleurs des plans qu'on peut retrouver aussi dans les jeux vidéo. Je pense notamment à Assassin's Creed et autres, où vous avez ces différents plans pour nous faire comprendre que le voyage est long, que le voyage est dur. Et on a Sir Duncan derrière qui suit, hein, qui suit le chevalier. Il le suit partout, il le suit à la trace. Et ça, j'ai trouvé ça dingue, qu'il ne se montre jamais et le chevalier ne le crame jamais, accompagné par le chevalier qui chante dans une langue, j'avoue je ne comprends pas quelle langue c'était, mais voilà. Et ce plan qui va être ultra important, où donc ça va se suivre, il va pas arrêter de le suivre, il va en fait
quasiment mourir de froid, Sir Duncan. Et puis à un moment donné, il en peut absolument plus, il va se montrer. D'ailleurs, je n'ai pas pris le plan, mais il y avait une sorte de ruine adossée à une colline qui me fait fortement penser au mont Venteux. Le mont Venteux, encore une fois, dans Le Seigneur des Anneaux, pour ceux qui ont vu le film. Et donc voilà, ça me fait largement penser au mont Venteux. Et j'étais en mode, je crois que c'est encore une ref au Seigneur des Anneaux dans cet épisode, ce qui est assez fou. Et donc voilà. Et en fait, tout ça nous amène donc à cette scène où le chevalier va lui tendre une gourde et va lui dire Get up, debout en français. Et là, fin du flashback, et Sir Duncan qui se relève sur le champ de bataille dans notre timeline du présent, qui se relève après s'être remémoré tous ses souvenirs, toute l'histoire qu'il a traversée, le fait qu'il ait perdu Rafe et qu'il a été, et on comprend donc sa rencontre avec le chevalier et comment il est devenu écuyer plus tard. On sera sûrement invité à revoir d'autres flashbacks, hein. Je pense que ce ne sont pas les derniers flashbacks qu'on verra, il y en aura forcément d'autres, peut-être dans l'épisode prochain, peut-être dans la saison 2, quoi qu'il en soit, on sait qu'il y en aura d'autres. Et donc voilà, ce get up va le faire tout simplement se relever et il va reprendre le combat. Et à ce moment-là, je me suis dit, pitié que l'épisode ne se termine pas sur cette image, parce que j'avais peur que dès que tout simplement il y ait le get up, hop, générique et l'épisode se termine. Eh bien non, on aura le droit au combat et ça, j'ai trouvé ça complètement fou. Suite à quoi, on va avoir donc un combat entre Sir Dunk the Tall et le prince Aerion Targaryen, ici représenté. Les deux vont se battre en 1v1. Alors j'ai trouvé personnellement un peu brouillon ce qui se passait. Alors pas entre les deux, mais sur le champ de bataille globalement, on n'arrive pas vraiment, parce que les autres chevaliers, parce que pendant qu'on a les flashbacks et que lui il est KO, les autres chevaliers ils se battent, hein. Mais en fait la réalisation, et même quelque part du coup le scénario, a pris vraiment le parti de ne filmer que le combat entre Sir Duncan et le prince Aerion Targaryen. Et ça, j'ai trouvé ça super dommage. Voilà, c'est vraiment ma petite déception de l'épisode. C'est de ne pas voir Lionel Baratheon battre. C'est de ne pas voir Raymond de Fossovy qui vient de devenir chevalier se battre. On ne voit que le 1v1 entre Sir Duncan et le prince Aerion. Alors je sais que c'est voulu parce que c'est eux, hein, c'est eux qui se battent. C'est le 1v1 qu'on veut voir. Je vous rappelle encore une fois que c'est l'antagoniste principal de la série contre le héros principal de la série. Donc forcément, on voulait le voir ce 1v1. Mais tout est tourné autour uniquement de ce 1v1 et j'ai trouvé ça super dommage de ne pas voir le combat des autres chevaliers. Surtout qu'après on va apprendre qu'il y a deux chevaliers, bon les moins importants en vrai, qui sont tombés au combat et de l'autre côté il n'y a aucun chevalier qui est tombé. Et du coup c'est dommage parce qu'à aucun moment on ne va voir ces deux chevaliers tomber au combat, on va juste nous le dire à travers un dialogue. Et alors je sais que tout ça c'est voulu et c'est pour montrer que les combats comme ça c'était complètement brouillon, que les mecs... D'ailleurs je trouve que le combat est un petit peu criant de réalisme. Mais j'ai trouvé ça dommage. Voilà, je trouve que c'est un élément vraiment dommage de ne pas voir le truc comme une grande bataille, mais plus comme un combat 1 contre 1, finalement, comme le duel judiciaire qui était promis. Voilà, c'est ma petite déception. Quoi qu'il en soit, donc. Alors là, c'est assez fou parce que Duncan, donc il s'était pris, je vous le rappelle, une lance ici. Hein, donc il s'était pris une lance dans le bide. Donc déjà, bon, il y a peu de chances que tu te relèves de ça, mais soit passons. Voilà, c'est un héros, il se relève, il est grand, il est fort. C'est comme ça, c'est Sir Duncan the Tall. Et en fait, après, il va se faire enchaîner. Il va se faire enchaîner comme Superman dans le dernier film Superman qui est sorti. Et que je n'ai pas du tout aimé d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est une parenthèse, je m'en fous. Je n'ai pas du tout aimé parce que justement, Superman était beaucoup trop. Se faisait beaucoup trop défoncer la gueule. Et là, en fait, ce qui est complètement fou, c'est que ça va être assez gore. Encore une fois, on va continuer dans le gore, puisqu'il va se prendre des coups sur coups sur coups sur coups, ce qui peut fortement rappeler le personnage de Boromir dans Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Encore une fois, quand je vous dis qu'il y a des références au Seigneur des Anneaux, je mens pas. Et Boromir qui se prend une flèche par Lurtz, donc le Roucaille qui lui met une flèche, puis une deuxième flèche, puis une troisième flèche qui va le mettre au sol, etc. Et là, c'était exactement ça. C'était exactement ça durant ce combat. Sir Duncan qui va se prendre beaucoup de coups, qui va se prendre des coups d'épée, des coups de poignard. En plus, à un moment, il lui met l'épée et il tourne l'épée comme ça dans son corps. Donc c'est encore pire, vous imaginez la douleur atroce. Et Sir Duncan qui se relève, qui se relève, qui se relève, qui se relève. Suite à quoi ils vont vraiment se battre. Les deux sont complètement KO et Sir Duncan va mourir. Le temps d'un instant, puisque après, on a donc vraiment Egg qui fait... relève-toi, 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 relève-toi. Ils vont crier la fin du combat. Et là, on a le get up, encore une fois, de son maître qui surgit. Il ouvre les yeux, il se relève. Et c'est le plan que j'ai choisi ici, ou le plan où il se relève, où il
se relève au combat, prêt à achever son adversaire, prêt à en finir avec le prince Aerion Targaryen, prêt à le tuer, mais il ne va rien se passer de tel. Il va certes le mettre au sol, il va commencer à le tabasser, mais il ne va pas le tuer car le prince Aerion Targaryen, lâche comme il est, ne va pas affronter la mort, mais va bien se rendre. Et donc, on a ici ce plan complètement fou de Egg qui regarde les deux chevaliers, son frère, hein, qui regarde son frère se battre contre son maître. Et j'ai trouvé ce plan, encore une fois, complètement fou, avec tout le public qui regarde, le public d'ailleurs qui scande allez, qui est vraiment qui commence à être pour le Sir Duncan et moins contre le prince Aerion Targaryen. Et donc voilà, le 1v1 complètement fou. En vrai, le combat était fou à voir, mais vu le nombre de coups qu'a pris bon, ok, les gars, c'est une série, c'est romancé, etc. Mais dans la vraie vie, il y a zéro chance pour que Sir Duncan se relève de ce qu'il a pris. Le mec était mort. Le mec était mort, hein. Franchement, il était mort. On le voyait avec ses yeux et tout. Il avait le regard vide. Il était mort. Et il revient à la vie pour combattre. Et je trouve ça complètement fou. Bah, après, c'est voulu tout ça. Mais c'est complètement dingue. Et donc voilà, avec ce plan sur Egg qui regarde le combat avec des yeux ébahis et effrayés parce qu'il avait cru que son maître était mort. Et on a donc Sir Duncan qui emmène le prince Aerion Targaryen face au maître de Culpulsier. Say it, dis-lui, dis-lui. Et le prince Aerion Targaryen qui dit je me rends. Fin du combat. On voit d'ailleurs le chevalier mort ici. Fin du combat, la trompette, enfin le corps est tout simplement donné et ensuite nos deux chevaliers ici présents s'effondrent sur le sol. En tout cas ils vont aider le forgeron et Raymond de Fossovy qui est donc toujours en vie, qui a l'air d'avoir été un petit peu blessé mais c'est tout. Comment il s'en est sorti, enfin on n'a aucune info de tout ça sur le combat, je trouve ça trop dommage. Comment Raymond de Fossovy qui savait à peine se battre s'en est sorti en vrai les gars, comment c'est possible? Bref, quoi qu'il en soit voilà, se relève, surtout que on apprend, alors ça c'est un peu une folie, mais on apprend juste après que deux chevaliers du côté de Sir Duncan sont tombés dès le premier assaut. Vous savez, le premier assaut avec les joutes. Ça veut dire que dès le premier assaut, ils se sont retrouvés, donc ils se sont retrouvés à 5 contre 7. Et malgré tout ça, alors que le combat dure, Raymond de Fossovy n'est pas mort, Lionel Baratheon n'est pas mort, les autres sont pas morts. Enfin, j'ai trouvé ça complètement dingue. Je me suis dit, mais c'est fou. Et pourtant, il y avait 7 chevaliers contre eux, et eux, ils étaient déjà en infériorité numérique, et malgré tout, ils ont réussi à survivre. Je trouvais ça un peu dingue. Mais on ne sait pas, encore une fois, c'est assez flou tout ça. Bref. Donc c'est pour ça que pour moi, cet épisode, il y a quelques que je trouve qu'il y a quelques trucs qui vont pas dans cet épisode. Après il était très bien hein, mais il y a quelques trucs qui vont pas. Et donc ici il se rend et donc c'est le héros qui le remporte, David contre Goliath. Et ouais les gars, l'outsider qui le remporte, pire que l'outsider, mince, c'était quoi avec le projet de 404 Billy? Bref, l'underdog, voilà, l'underdog qui le remporte et c'est absolument magnifique. Donc voilà. Suite à quoi, on va être invité sur un plan de le prince Baelor Targaryen, qui donc lui aussi a survécu, du moins c'est ce qu'on croit, qui va arriver et qui va dire est-ce que vous pouvez m'aider à prendre à m'enlever mon home, qui va demander au forgeron et à Raymond de Fossovy, parce que je ne sens plus mes bras. Ils vont lui enlever le casque et il n'a plus de crâne en dessous. Et le prince Baelor Targaryen va mourir dans les bras de Prince Duncan. Encore une fois, j'ai pas mis de screenshot de ça parce qu'il y a énormément de sang, c'est ultra gore. Et je veux pas que YouTube fasse sauter ma vidéo pour ça. Et ce que je comprends parce que c'est quand même très très gore. Hein. Cet épisode était méga gore en vrai. Vraiment. Le premier épisode de cette... c'était l'épisode le plus sérieux, le plus dur, le plus... en vrai, le plus tragique. C'était l'épisode le plus tragique et le plus trash aussi à l'écran. Et le plus sombre. Enfin voilà, il a toutes ces étiquettes là. Clairement l'épisode le moins humoristique. Et donc voilà. Et ensuite on a un plan sur Sir Duncan qui disent non. Parce que oui, c'est quelque chose qui est assez fou. Parce que juste avant qu'il meure, Duncan s'agenouille devant le prince Baelor Targaryen et lui dit My lord, mon seigneur, est-ce que je peux combattre à vos côtés? Et prince Baelor Targaryen qui dit oui, j'ai besoin de chevaliers braves à mes côtés. Donc là, on se dit, putain, mais c'est trop bien. Ça veut dire que la suite de la série, ça va être Duncan qui va combattre aux côtés de Baelor Targaryen, qui va combattre aux côtés des Targaryens, quoi. C'est complètement fou, en vrai, quand il pense.
Et là, Baelor Targaryen qui lui retire son home et il meurt en fait, il a plus de crâne. Générique. Directed by Owen Harris. Générique sur ça, générique sur le plan où Duncan hurle et crie la mort du prince Baelor Targaryen. Et boum, fin d'épisode, générique. Ce qui veut dire que sur les 7 chevaliers de son côté, il y en a 3, enfin 6 chevaliers sans compter Sir Duncan, il y en a 3 qui sont morts, dont le prince Baelor Targaryen qui va périr sous les masses de son frère. Hein. Vous entendez ce qu'il dit la phrase, il lui dit ah, votre home est bloqué. Et il dit oui, ça doit être à force d'avoir reçu des coups de masse de mon frère. Donc on comprend que, encore une fois, les Targaryens se sont entretués. Et que c'est donc son frère, le prince Maekar Targaryen, qui l'a tué. Donc le père de Aerion Targaryen, l'antagoniste. Donc voilà. Est-ce qu'il y aura vengeance? Est-ce qu'il y aura tout ça? C'est ce que nous découvrirons dans le prochain épisode. Quoi qu'il en soit, cet épisode, je l'ai trouvé ultra intéressant. Alors, je l'ai peut-être moins apprécié que l'épisode 4, parce que j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de défauts. Ah oui, j'ai pas précisé le faux raccord. Revenons un petit peu en arrière. Dans le flashback, il y a un faux raccord à un moment donné, je sais pas si vous l'avez remarqué. Donc on le voit qu'il a toujours 3 chevaux, d'accord, le chevalier ici. Il a toujours 3 chevaux. Eh bien, il y a un moment où il va partir d'un arbre et il sera uniquement avec 2 chevaux. Il y a un cheval qui va rester à l'arbre. Et pourtant, il part. Et j'étais en mode, mais putain, mais le faux raccord est énorme. Le mec ne part pas avec ses 3 chevaux. Ou alors c'est moi qui ai mal vu, mais non, de mémoire, il part vraiment avec 2 chevaux et il en laisse un. Et je me suis dit, mais pourquoi en fait? Et là, je me suis dit, ah, peut-être qu'il laisse le cheval pour Sir Duncan. Et non. Et le plan d'après, c'est. Ah bah, je l'ai pas pris en screenshot. Mais le plan d'après, il est avec ses 3 chevaux. C'est pas ce plan-là, mais c'est un autre plan. Il est avec ses 3 chevaux. Quand il va justement au truc qui ressemble au Mont Venteux, là, la ruine en haut de la colline. Et j'étais en mode, attends, mais il y a un faux raccord de fou. Et il est parti avec 2 chevaux. Et le plan d'après, il a 3 chevaux. Donc là, voilà. Il y avait un petit faux raccord durant cet épisode. Je sais pas si vous l'avez notifié, en tout cas, moi je l'ai vu. Mais voilà. Épisode de fou. Hein. Épisode de fou. Photographie de malade mental. Épisode de fou furieux. Épisode de fou furieux. Je vais prendre ce sera la miniature. Ça, ce sera la miniature de la vidéo, ça. Il est tellement fou ce plan. Il est tellement fou. Bref. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager cette vidéo. Cela me ferait super plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo première écoute sur le rap francophone, mais aussi critique de cinéma. Moi, c'est Nitobak. Je suis passionné de cinéma et de rap et je fais des vidéos à ce sujet. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rater du coup aucune vidéo. Moi, je vous embrasse. Je vous dis à lundi prochain pour le dernier épisode de cette saison 1 de A Night of the Seven Kingdoms. D'ici là, prenez soin de vous, de votre famille et de vos proches. Ciao tout le monde.